Nous allons prendre des questions par série de 4. Par série de 4, en commençant par, disons, 4, ou bien on prend 2, 2, ça fera 6, donc 2 par ici, 2 au milieu et puis 2 à gauche. Moi, c'est M. David Loubo, professeur à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, au département de sociologie. Bon, j'ai quelques cours ailleurs. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette occasion qu'ils nous offrent. Et tout en les remerciant, je leur reproche aussi le fait d'avoir cloisonné un débat aussi important à un seul département. Je crois que la notion telle que développée ici, tout le monde découvre qu'elle est transversale. Je prends par exemple M. Freddy qui a cité certains auteurs. Mais, quand vous voyez, vous lisez Kankwenda Mbaya, Zahir vers quelle destinée, vous avez là la contribution du professeur Kalele sur les idéologies régionalistes. Bon, nous tous, on a publié dans le cadre de conflits fonciers, tout ça. Je pense que ce serait mieux. Parce que l'affaire est d'actualité. Il n'y a pas longtemps qu'on a vu dans les réseaux comment un monsieur est tabassé, son véhicule caillassé, tout simplement parce qu'il est louba. Il y a 3-4 jours que cela circule. Je crois que ça tombe à pic. Et personnellement, je n'aurai pas tellement de questions. Je préfère donner ma contribution. La question que je voudrais poser, le DG a répondu à cela dans sa conclusion, lorsqu'il charge l'élite. Et je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas une affaire de la populace, c'est plutôt l'élite, les leaders qui entretiennent ces fléaux. Alors, je voudrais dire que, en commençant par l'ethnicité, la tribu ou le tribalisme, nous avons oublié qu'il y a un autre petit concept. Parce que quand vous prenez l'affrontement Ben Shimba, Ben Kapuya, Ben Kanda, tout ça, mais c'est le clanisme. Parce qu'ils appartiennent à la même ethnie, à la même tribu, tout ça. Et aussi, il y a une confusion entre tous ces concepts-là, ethnicité, tribalisme, tribu. Bon, c'est là on peut passer. Mais disons que tout a commencé par la colonisation. Quand vous prenez ce que vous venez de dire, l'affaire Louba, Louloua, mais c'est l'administrateur colonial qui a écrit, et lorsqu'il a fait endosser cette lettre au chef Kalamba, le lendemain, les Louba de Mbujumaï ont été chassés. Et c'est le même administrateur qui va à Lubumbashi parler anti-Louba au Katangé pour leur dire, en parlant anti-Louba, je voudrais seulement vous dire que après notre départ, les Balouba vont vous coloniser. C'est Jacques Eboueme Yonzaba, professeur sociologue de formation. Je voudrais intervenir sur la conférence du professeur Aoundou et je dirais quelque chose sur la conférence de M. Freddy. Je commence par M. Freddy. Oui, la responsabilité que nous avons comme intellectuels pèse énormément. Et le tribalisme, il ne faut pas croire que c'est toute la communauté qui porte le dirigeant qui pratique le tribalisme. C'est faux. C'est un groupe qui commence là, c'est un individu qui commence là. Et les autres sont manipulés pour croire que c'est effectivement leur tour. Prof Aoundou, je reviens à vous, une lourde responsabilité parce que Gérard Fourré a écrit sur la science partisane. Lorsque vous avez parlé, vous n'avez pas pris clairement position pour dire, le gens là qui dit c'est notre tour, notre tour, notre tour. Vous êtes intellectuel. Devant vous ici, ceux qui peuvent avoir les responsabilités déjà ce soir, on les nomme. Mais vous n'avez pas pris position pour dire, notre tour c'est bon ou mauvais.
Vous dites que la crise que connaît le pays, c'est une crise identitaire. C'est faux, archi faux. Aussi. Mais même si c'est aussi, c'est faux. C'est une crise de légitimité. Lisez la préface de la Constitution du 18 février 2006. Depuis que le Congo est devenu indépendant, j'ai toujours assisté à de grandes conférences qu'anime M. Freddy Moulumba. Il a parlé de la dernière conférence, c'était au local 2, sur la balkanisation. J'étais là. Et même au centre-ville, j'ai souvent participé à vos conférences. Je répète, la crise que connaît le Congo, c'est une crise de légitimité. Nous parlons, nous prenons position contre, pour, parfois, et parfois contre la misère de la population, mais souvent pour nous intellectuels. Je vous dis, c'est sérieux. L'histoire nous jugera. Il est temps pour que les intellectuels que nous sommes prenions nos responsabilités en main, de dire non quand ça ne marche pas et de dire oui quand ça marche. Je vous remercie. Premièrement, une suggestion et après, j'aurai au moins une ou deux questions à poser. Vous avez dit dans vos interventions, je crois, monsieur le professeur Aoundou, que le tribalisme dans les temps existait comme une chose dans laquelle les Belges utilisaient pour dominer la race noire. Alors quand les Belges étaient partis chez eux, nous les Congolais, nous nous sommes appropriés cela pour nous dominer entre nous. Alors ça c'était une suggestion, mais j'ai maintenant des questions à poser. La première question, ne voyez-vous pas que le problème du tribalisme ici dans notre pays est causé par la faillite de l'organisation du pouvoir étatique? Premièrement, nous avons aujourd'hui une CENI, la Commission électorale nationale indépendante, une structure chargée d'organiser les élections, dans laquelle, si je peux vous sortir ma carte d'électeur, vous allez voir que non, dans la carte, il est mentionné que non, M. Mouchita Kabangu est originaire de la RDC, de la province du Kasaï oriental, du territoire de Tshilenge, du secteur de Kalonji et du village de Benamukendi. Ne voyez-vous pas que, premièrement, la CENI est à la base du tribalisme dans les pays? Deuxièmement, la toute dernière question, la deuxième question, par rapport avec le tribalisme. Aujourd'hui, dans notre pays, nous assistons à une subdivision administrative qui n'est pas vraiment adéquate. On comptait 4 provinces, 8 provinces, 11 provinces, je ne sais pas quoi, jusqu'à 21, 26 ou 25 aujourd'hui. Ne voyez-vous pas que l'effet pour l'État de diviser les pays, de prendre les pouvoirs, les confier à d'autres personnes qui étaient auparavant unis? Je peux donner l'exemple aujourd'hui dans notre famille. Nous avons une bonne organisation, papa, maman et nous les enfants. Demain, vous voyez, les papas, avant de mourir, il prend tout son pouvoir et dit non, je donne à cet enfant-là. Or, dans la famille, il n'y a pas seulement un enfant, il y a beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que cela va donner après? Il y aura beaucoup de mécontents. Les enfants vont se soulever contre les autres et cela va créer vraiment du désordre. Donc, par rapport aussi à la décentralisation de l'État, je vois cela est aussi à la base du tribalisme dans les pays. Merci beaucoup, je vous remercie. Ma question s'adresse au professeur Guy Aoundou. Le professeur a parlé du statut informel de l'ethnicité. Et il a donné quelques pistes de solutions en essayant de paraphraser le professeur Samba Kaput en parlant de l'équilibre et l'équité dans la gestion ou le partage du pouvoir. N'est-ce pas la réponse, ligne de réponse idoine à cette situation et le fédéralisme au Congo? Et ma deuxième question s'adresse au professeur Arsène Moueka. N'est-ce pas l'ethnicité utilisée comme arme du combat politique peut être aussi un facteur d'intégration politique? Je vous dis grandement merci, monsieur le professeur. Tous ceux qui m'ont précédé ont tout dit. Il paraît que vous avez oublié quelque chose.
d'où je vais m'étaler. Néanmoins, si je vous ai bien suivi, vous avez parlé de tribalisme positif. Mais vous avez omis l'essence du mot tribalisme, puisqu'ici, en République démocratique du Congo, le mot tribalisme règne. Je ne dois pas m'étaler sur ça, mais je vais m'étaler sur la discrimination. Voilà les mots que vous avez omis. En RDC, la discrimination d'où je parle, c'est par rapport au peuple Luba. Ils sont discriminés presque partout. Pour eux, ils ne peuvent pas parler en public. Lorsqu'ils parlent, on crie sur eux. Alors, pour cela, ça crée aussi quelque chose, un mécontentement pour ceux qui vont entendre cela. Alors, j'aimerais exhorter tout le peuple congolais. Doit considérer son frère, doit donner l'importance à son confrère et l'unité. En partant de l'unité, pour qu'il y ait l'unité, pour qu'on parle l'unité, il faut lutter contre tous les vices et que nous puissions être vertueux. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à un intervenant qui s'est adressé à moi. Il est de première licence, malheureusement je n'ai pas retenu le nom. Il voulait savoir, est-ce que quand on utilise l'ethnicité dans les combats politiques, cela participe aussi à la consolidation de l'unité nationale et même à la cohésion nationale? La réponse est claire, c'est non. C'est non. Mais puisque Freddy Mulumba est revenu dans ce qui m'intéresse le plus, en essayant de montrer que derrière l'ethnicité et l'ethnie, il y a des réalités complexes. Il y a une construction sociale, comme le prof Olela venait de le dire tout à l'heure. Je voudrais, pour des raisons d'ordre pédagogique, dire qu'il y a dans ce qui est ethnique un sentiment. Il peut naître un sentiment qui participe à la construction de l'État. Plusieurs auteurs l'ont souligné. Un d'entre eux qui nous est familier ici à la faculté, c'est le professeur Kabouya Lumuna, qui, dans son ouvrage, développait deux expressions pour montrer qu'il y a un côté, un ethnisme qu'il appelait nationalisme tribal, qui est positif, et de l'autre côté, un ethnisme négatif, c'est-à-dire national-tribalisme, qui est négatif. Et donc, il y a un usage qu'on peut faire positivement de l'ethnie pour consolider l'unité nationale. Puisque nous avons la RTNC ici, je peux me permettre de le dire, je suivais régulièrement une émission d'une jolie dame qui séparait de la tenue traditionnelle de l'ethnie dont elle devait parler le jour. C'était une dame, par exemple, elle pouvait dire, aujourd'hui nous allons parler des Ekonda, et elle allait chercher la tenue traditionnelle des Ekonda. Elle invitait un groupe folklorique Ekonda et on présentait la musique Ekonda. À l'occasion, on faisait un peu d'anthropologie, un peu d'histoire sur l'ethnie, où on découvre la richesse culturelle du Congo à travers ses composantes. Une émission comme ça ne relève pas de l'ethnicité négative. Et donc, au contraire, ça participe à ce que j'ai appelé ici programme national pour la consolidation de l'unité nationale. Dans ce programme, on peut dire on doit développer des émissions à la radio nationale qui nous font découvrir la richesse de notre culture, parce que je suis assez religieux, mais la religion a négativement contribué à nos richesses culturelles, en nous présentant tout notre passé comme diabolique. Je suis protestant, dur, mais c'est plus tard que je me suis retrouvé que non, tout ce qui est ethnique, coutumier, n'est pas mauvais, n'est pas nécessairement mauvais. Il peut y avoir des valeurs négatives, mais beaucoup de valeurs culturelles positives. Et donc, de ce point de vue-là, la culture ethnique n'est pas mauvaise. Merci. J'ai eu beaucoup de questions. Ça prouve que j'ai été très bien suivi. Je vous en remercie. La première question, c'est celle, une contribution du prof Lubo, qui a parlé de
il a proposé à ce qu'on puisse légiférer sur le tribalisme pour en mettre fin, ou sanctionner au moins ceux qui dévient. Mais je pense qu'on ne va pas légiférer sur le tribalisme, on peut légiférer sur la discrimination positive. Donc, établir un certain nombre de critères pour les appliquer ou l'appliquer. Et lorsqu'on vient dans une institution, on se rend compte que cela n'est pas respecté. Donc, on a violé la loi et en ce moment, on peut sanctionner. Donc, demander à ce qu'on légifère sur le tribalisme, c'est un sentiment. Et c'est difficile d'établir des éléments matérialisant ces sentiments-là pour dire maintenant, tel que la personne parle là, c'est du tribalisme ou pas. Mais on peut trouver d'autres mécanismes pour pouvoir apprécier, notamment la composition d'un cabinet ou bien les nominations des gens à des postes de responsabilité, voir si on a respecté la diversité nationale. Et à ce moment-là, quand cela n'est pas le cas, on peut sanctionner. Le prof Ebouémé a estimé que je n'ai pas pris position pour dire c'est bon ou c'est mauvais. Par rapport au fait que les gens se déclarent, c'est notre tour. Je pense l'avoir dit, mais pas avec les mêmes termes et tout en restant dans mon domaine des scientifiques. Donc, je suis politologue, je ne suis pas moraliste pour venir dire à quelqu'un ou bien à un groupe ceci est bon ou ceci est mauvais. En tant que politologue, je sais qu'ils peuvent utiliser tel aspect pour accéder au pouvoir. Je ne vais pas les leur reprocher puisqu'ils sont parvenus au pouvoir en utilisant cela. Donc, par rapport à cet aspect-là, je ne suis pas philosophe pour venir dire c'est bon, c'est mauvais et comment les gens doivent faire les choses. Donc, je reste dans mon domaine de politologue. Et vous avez aussi pris position pour dire que dans notre pays, j'ai bien dit que la crise de l'État que nous sommes en train de connaître, c'est aussi la crise d'identité. Puisque l'État est approprié par des individus qui ont des identités. Et vous dites c'est archi faux. Mais je vous convierai de revenir dans les éléments de notre discipline des sciences sociales. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un élément qui explique tout. Il y a une diversité d'éléments. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a aussi la crise d'identité. Donc, il y en a plusieurs. Mais vous dites, pas de crise d'identité, pas toute autre chose, il n'y a que la crise de légitimité. Mais je vous renverrai dans mon ouvrage de 2010, État et parti, au Congo-Kinshasa, l'ethnicité pour légitimité. Vous trouverez que la légitimité dont vous parlez se fonde sur les éléments identitaires. Donc, en parlant de cette légitimité-là, vous finirez par revenir sur cet élément identitaire. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que la crise de l'État, même de la démocratie en Afrique ou au Congo, il n'y a pas que le problème de légitimité. Il y a aussi le problème de la crise économique. La crise de l'État, c'est aussi la crise économique. La crise de l'État, c'est aussi la crise culturelle. Donc il y a un tas d'éléments qui peuvent expliquer. D'ailleurs, même, il y a eu énormément de débats et l'évolution du débat sur la consolidation démocratique. On est en train de développer des arguments sur la crise économique, l'élément économique qui explique aussi la crise démocratique. Donc, on ne peut pas affirmer autant. Vous vous référez à la Constitution. Mais cette Constitution-là, ce sont des éléments juridiques. Et je pense qu'en tant que sociologue, il faut pénétrer ces éléments-là pour aller éplucher et vous rendre compte que ce n'est pas autant facile que vous pourriez cerner la chose. On m'a posé une question pour dire que les éléments d'identification, notamment sur la carte des lecteurs, tout ce qu'on a mentionné, on se rend compte qu'on est en train, c'est vrai, il dit que c'est aussi la faillite de l'organisation étatique. En partie, oui, mais il estime que ces éléments-là d'identité
c'est ce qui crée ou renforce le tribalisme. Je ne pense pas. Ce sont des éléments, des critères identitaires. Peut-être qu'on peut reformuler, mais les gens doivent être identifiés. S'ils doivent être identifiés sur le plan démographique, il y a un certain nombre d'éléments qu'on doit prendre en compte. Les sexes, l'âge, les lieux d'implantation, les lieux de naissance, ainsi de suite. Donc ça dépendra de ce que l'État ou le législateur décide de prendre comme élément. Mais c'est plutôt la manipulation, l'instrumentalisation qui est faite autour de ces éléments-là. C'est ce qui conduit. Si vous m'avez bien suivi, j'avais dit que ces éléments-là sont malléables. L'identité ethnique est aussi malléable. Et l'homme politique en profite pour essayer d'instrumentaliser cela en sa faveur. On a demandé si le fédéralisme pouvait être une solution par rapport au problème de l'ethnicité, au tribalisme tel que nous sommes en train de vivre. Mais si on va dans le fédéralisme, mais c'est en ce moment-là qu'on va pousser les pays à la balkanisation, de mon point de vue. Puisque du moment que les gens s'identifient plus, ou bien sont encouragés à s'identifier à leurs origines provinciales ou même ethniques, et du moment que vous leur accordez pratiquement tout le pouvoir, un État fédéré, et finalement ils diront non, non, l'État fédéré ne suffit pas, allons dans la confédération. Et en allant dans la confédération, l'État cesse d'exister. Donc il faut faire très attention. C'est comme ça que le législateur, lorsqu'il a décidé en ce qui concerne notre pays, n'a pas voulu utiliser ces termes-là de fédéralisme. Il a préféré qu'on reste dans l'État unitaire, mais fortement décentralisé. Mais quand vous allez dans les éléments de décentralisation qu'on nous donne, tels que c'est là, la législation le présente, vous allez vous rendre compte que c'est pratiquement le pouvoir des États fédérés. Mais le problème qui se pose, c'est que jusque-là, on n'est pas encore parvenu véritablement à installer la décentralisation telle que la loi les demande. Avant-dernière question, il y a l'un de vos amis qui est revenu sur la discrimination positive, mais en prenant l'élément discrimination, en défendant que les Louba sont discriminés. Bon, les Louba sont discriminés depuis quand? Ont-ils été toujours discriminés ou bien cela a commencé maintenant? Si cela n'était pas le cas avant, puisque à ce que je sache, les Louba, c'est parmi les communautés qui sont éparpillées dans toutes les provinces du pays. Vous pourriez aller à Ouacha, vous trouvez un Moulouba. Vous pourriez aller à Kasumbalesa, vous en trouverez. Vous allez à Tchela. Il y en a même qui sont des notables de ces lieux-là. Ils n'ont jamais été discriminés. Puisque si tel était le cas, on allait les chasser de partout. Mais pourquoi maintenant cette tendance-là, ou bien les gens commencent à parler mal par rapport à cette identité-là, puisque les politiques aillent maintenant à instrumentaliser cela. Mais malheureusement aussi, ça c'est mon point de vue, la communauté s'est dit, tel que je l'ai dit dans mon exposé, ce pouvoir, c'est notre pouvoir. Donc, à tout prix, nous devons défendre ce pouvoir. Je m'associe à ce que le prof Eboué me venait de dire. Donc, à tout prix, nous devons défendre ce pouvoir, quel que soit ce qui s'est fait, quel que soit ce qui s'est dit. Et tous les Congolais se disent, non, nous n'allons pas marcher comme ça. Là où il y a le mal, on doit dire que c'est mauvais. Là où c'est bien, nous dirons que c'est bien. Mais certains s'engagent et ils engagent l'identité communautaire ou ethnique, et cela donne maintenant l'impression comme si on ne veut pas d'eux. Mais ils sont Congolais. C'est question pour ces gens-là qu'ils ne se laissent pas, comme on l'a dit, les élites politiques, continuer à les manipuler. J'ai bien dit que c'est une illusion que les gens se donnent de participer aussi au pouvoir. Mais quand vous voyez ceux qui sont de cette origine-là, ils souffrent autant que nous. Ils n'ont pas un salaire différent des autres Congolais. Les étudiants originaires du Kassai, ils n'ont pas une bourse par rapport à leur identité. Ils n'ont pas de bourse autant que les autres étudiants. Donc, partant de ces éléments-là, il doit y avoir aussi une remise en question pour s'examiner et dire pourquoi seulement maintenant
on doit commencer à nous traiter comme ça. La dernière question, c'était que faire pour éradiquer le tribalisme? Bon, je pense l'avoir dit. On ne va pas éradiquer le tribalisme, puisque aussi longtemps que les tribus existeront, aussi longtemps que les ethnies existeront, aussi longtemps que les nations existeront, les gens seront attachés à leurs identités. Mais néanmoins, on peut gérer ces sentiments-là. C'est comme ça qu'on parle de la discrimination positive, pour ceux qui ne le savent pas. C'est une politique publique qui avait été mise en place aux États-Unis pour gérer les problèmes raciaux. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve. Les États-Unis sont multiraciales. Il faut faire de telle sorte que toutes les races puissent se retrouver. Prof, je pense qu'on a oublié quelque chose d'important dans les solutions pour combattre le tribalisme. C'est l'école, l'éducation. Je prends un exemple. Ici, à l'UNIKIN, pour que vous soyez un recteur, il faut être de l'ancienne province de Léopoldville. C'est ça, non? Est-il normal là où il y a la science? Vous voyez, donc, tout part de là. Notre école est malade. Notre éducation est malade. À l'université, on prend les gens, les professeurs votent quelqu'un de leur par rapport à ses qualités, par rapport à ses travaux. Mais quand l'université est malade, vous voulez avoir avec les sociétés. Les tribalismes commencent pas à l'université, c'est dangereux. Vous devez être les premiers à dénoncer ça. Et malheureusement, les intellectuels sont complices. Voilà pourquoi on est responsable. Nous devons être les premiers à dénoncer. Je pense que si on met des critères pour avoir un poste, ce problème de tribalisme va diminuer. C'est parce qu'il n'y a pas de critères. Il y a un travail ou bien il y a de l'emploi, on prend des cousins, des frères, on les place, sans passer par un examen. Il faut d'abord donner la chance à tout le monde d'accéder à l'école. Quand tout le monde accède à l'école, et puis on met des critères pour occuper tel poste. Là, ça demande quoi? Un État moderne. Un État moderne qui a des racines dans la société. J'ai discuté avec les chefs Moitayav. Les chefs Moitayav me disent ceci, sur le tribalisme. Moi, je ne veux pas être tribaliste. Impossible. J'ai des populations en Angola, des populations en Zambie, des populations au Congo-Kinshasa, jusqu'au Bandundu. Comment est-ce que je peux devenir tribaliste? Ces tribalismes-là, ce sont des élites politiques, économiques et intellectuelles qui sont à la base. Donc le problème, c'est nous. Ce n'est pas la population. Si on revoit l'école, je pense que ça pourra bien marcher. Mais il y a deux éléments importants. C'est d'abord l'histoire. Nous sommes ignorants. J'essaie un peu d'analyser la question Kassai Katanga. J'ai lu l'histoire du Kassai et du Katanga. Il n'y a pas de différence entre les Bolubakat, les Boluba et les Lulua. Vous allez voir qu'il y avait un conflit entre Lulua et Boluba à Kananga, les conflits entre Katanga et Kassaïens à Lubumbashi, au Katanga. Or, toutes ces populations viennent de là. Si on apprend l'histoire, on étudie les migrations, je pense que notre peuple, notre jeunesse prendra conscience. On évitera les manipulations. L'autre élément important, c'est la philosophie. Nous parlons beaucoup des autres. Mais sur quelle base, sur base de quelle valeur on construit notre société? Vous ne trouverez jamais des chefs coutumiers tribalistes. Quand on dit les véritables, pas les gens qui sont nommés. Les gens qui sont nommés sont tribalistes. Mais ceux qui ont la légitimité ne sont pas tribalistes. Donc c'est à nous de faire un effort, demander au pouvoir politique d'introduire dans des cours d'histoire, pardon, dans des programmes, les cours d'histoire et de la philosophie africaine. Je pense que ça va nous aider à régler ces problèmes. Donc il faut, au-delà de toutes ces discussions juridiques et politiques, il faut voir la dimension historique et la dimension philosophique. Je voudrais seulement rappeler, en rapport avec notre thème du jour, c'est que le professeur émérite Théophile Obenga disait dans cette salle il y a 2 semaines:
Le professeur Obenga nous a donné l'exemple de la création des États-Unis. Ce n'est pas tous les Américains et de toutes les tribus qui ont créé les États-Unis. Les créateurs des États-Unis venaient tous de la Virginie. Et immédiatement, le prof Obenga avait fait un pont vers chez nous, en RDC, et il a dit quelque chose que j'ai retenu et que je retiens. Il a dit ceci: si à la tête du pays, ceux qui dirigent la RDC sont tous de la province du Bandundu, qu'est-ce que ça fait dès le moment où ils sont compétents? Ça ne fait rien. Donc, le tribalisme, à un moment donné, dans sa pratique, est une distraction de laquelle nous devrions nous départir. Zambi wakatunanga wakatupesha bubanshi bwose kwa panshi kwa mwisho mwa blobe